Euh, J'aime bien terminer cette journée avec, finalement, on a parlé des écosystèmes, de la nature, de la préservation de la nature, de la biodiversité, et de ce genre de choses. Et j'aime bien revenir à finalement quelque chose peut-être de plus concret. On va revenir avec cette question de juste jouer la nature, jouer le vivant, jouer des animaux, jouer l'altérité aussi, jouer quelque chose qui ne nous ressemble pas. Ça peut aussi, on peut aussi rejoindre des questions parmi les premières qu'on a posées lors de cette journée de table ronde. Alors pour en parler, je vais faire d'abord les présentations. Donc j'ai le plaisir de recevoir William David. Bonjour William. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes game designer, Oui. passé par Ubisoft Montpellier, puis vous avez, et ça va être peut-être aussi, on va en parler lors de la discussion, vous avez cofondé le Swing Swing Submarine, studio de jeux vidéo, et vous avez sorti 3 jeux, notamment 3 jeux qui ont eu du succès, dont on a entendu parler. En tout cas, moi j'en ai entendu parler, moi j'y ai joué. Donc, le premier en tout cas était Blocks That Matter, puis suivi de Tetrobot Co. Et enfin, celui dont on va peut-être plus parler aujourd'hui, Seasons After Fall, où on joue un petit renard qui influe sur le cours des saisons. Et puis, en fait, après cette expérience-là, vous êtes retourné à Ubisoft Montpellier. Bref. Étienne Armand Amato. Bonjour, Étienne Armand. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes maître de conférence en communication à l'université Gustave Eiffel. Vous avez été cofondateur de l'OMNSH, dont on a entendu parler tout à l'heure. Et votre travail, notamment, c'est sur l'immersion à travers l'étude des avatars, et notamment à travers des avatars dissemblables, donc qui ne ressemblent pas aux joueurs, donc aux animaux. En effet. Entre autres. Mais j'ai commencé par vous, du coup. D'accord. C'est d'où vient, enfin, je ne sais pas, quel est l'intérêt même de la proposition de proposer un avatar différent, un avatar animal, par exemple, aux joueurs. Pourquoi est-ce que les joueurs sont friands de cette proposition-là ? Alors on peut explorer plusieurs réponses, hein. Je pense que chacun complétera. Il y a d'abord un rapport avec notre propre animalité, hein, puisque même si nous sommes coupés de notre statut d'animal primate mammifère supérieur, on est incontestablement des animaux. Et du coup on peut retrouver dans le pilotage d'un avatar animal, une part de notre propre refoulé, hein, ses instincts, ses émotions, ses besoins vitaux qui sont mis en œuvre dans beaucoup de jeux en termes de nécessité. Ensuite, il y a la petite peluche ou le doudou, hein, qu'on a tous eu, ou pas, mais en tout cas, tout cet univers enfantin, très animal, qui nous ramène aux fables, puisque souvenez-vous, hein, La Fontaine, mais bien avant, d'autres ont utilisé les animaux pour parler des humains, et pour les enfants, avoir un rapport avec un animal pacifié, puisqu'une peluche ou un animal domestique tout simplement, c'est un vecteur d'attachement, un vecteur de réassurance. Donc on a énormément de rôles de compagnons animaux, y compris dans les jeux des avatars humanoïdes, qui vont un petit peu avoir ce côté d'accompagnateur, de bons guides, de soutien, d'alliés. Alors après, on peut imaginer aussi qu'on a une vraie curiosité pour ces formes de vie, et notamment, je renvoie à la notion depuis toujours, l'humanité a eu tendance à investir les animaux, et en particulier dans les cultures qu'on dit chamaniques, dans lesquelles vous vous transformez dans les voyages du chaman ou dans les cérémonies dans des formes animales. Et c'est vrai que les animaux sont des vecteurs de connaissances très importants, puisque maintenant on réhabilite un peu la scientance, enfin la capacité intelligente des animaux, mais sont des vecteurs de compréhension de ce qu'est la vie. Hein, et si vous vous penchez sur n'importe quelle forme de vie pendant suffisamment longtemps, vous pouvez en retirer des propriétés, des capacités, des compétences. Et donc c'est un vecteur de progression ou de développement personnel. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont à la recherche en tant qu'adultes de leur animal totem. Voire on pense aux horoscopes, hein, qui ne sont pas dénués d'animaux. Et donc ce rapport à l'animal, ça vous paraît peut-être un peu loin,
des jeux vidéo, mais quand on pense à Twilight Princess avec Zelda où on se transforme en loup, ou à AR, un jeu plus récent où on va passer d'un statut humain à un statut d'oiseau, de volatile, un peu de type Condor, qui survole de magnifiques paysages, et bien voilà, on a cette métamorphose à laquelle on a beaucoup aspiré du point de vue civilisationnel, même anthropologique. Hein. Tous les récits de mythologie ont des affaires de dieux qui se transforment en animaux et d'humains qui font de même. Quand on regarde l'histoire des jeux vidéo, en tout cas les grands jeux vidéo, enfin, alors ça commence pas, loin de là, hein, il est venu bien plus tard, mais une des mascottes du jeu vidéo, c'est un hérisson qui court très vite, qui est bleu, bon certes, mais il y a 2 jours sur le Game Pass sur Xbox, il y a un jeu vidéo qui est sorti qui s'appelle I Am Fish. Je vous laisse deviner quel animal on joue, le but étant de partir de son aquarium et de rejoindre la mer. Donc en 2016, il y a Seasons After Fall qui sort après un long développement, et puis on en avait entendu parler, moi je me rappelle encore, on avait vu des images assez tôt, et puis c'était finalement un jeu, je crois que vous vouliez réaliser même avant Tetrobots Co, donc avant votre deuxième jeu, c'était vraiment un jeu de longue haleine, donc on sent qu'il y a une envie comme ça. Comment est-ce que quand on est créateur de jeux vidéo, on se focalise comme ça sur cette proposition-là d'incarner un animal particulier, un renard en l'occurrence? Ouais, bah ça rejoint sûrement ce que tu as dit, parce que au début, le principe, c'était l'idée, c'était vraiment, elle est toute bête, c'était même pas réfléchi, c'était juste j'ai envie de faire un jeu où on va jouer un renard qui peut changer les saisons. Voilà, donc c'est le pur côté fantasme, on va dire, de je vais avoir le contrôle sur les saisons, tout ça. Donc c'était très écologique, très simple, donc c'était quand même lié à des choses humaines, hein, donc c'était pas le but n'était pas de raconter comment un renard vivait dans la forêt ou quoi que ce soit. Et puis après, ça a bifurqué totalement vers l'humain. Donc, on en parlait un petit peu en préambule là, juste avant la présentation. Mais c'est vrai qu'on joue un renard qui peut changer les saisons dans une forêt. Mais cette forêt, déjà, elle est quasiment vide de tout autre animal. C'est une forêt qui clairement est vide, même voilà, vide de tout. Et l'histoire qui va se dérouler, parce que j'ai pas tellement envie de rentrer dans les détails, mais l'histoire qui va se dérouler va faire intervenir une voix qui pour le coup est complètement humaine, qui va accompagner le renard et qui va en fait l'utiliser pour arriver à ses fins. Donc donc ça c'est venu principalement quand j'ai vu des films comme Le Renard et l'Enfant ou lu des livres comme Le Petit Prince, même si bon, j'en ai plus un très grand souvenir, mais il me semblait bien qu'il y avait un renard dedans et une histoire comment on dit, apprivoisement, voilà, enfin comme dans le Renard et l'Enfant, où la petite fille à la fin veut vraiment apprivoiser le renard et risque de le tuer en le faisant, en gros. Donc voilà, en fait, on a vraiment utilisé finalement la nature et les animaux pour raconter une histoire complètement humaine, basée sur le contrôle et sur la difficulté de passer à autre chose. Voilà, bon, c'est pas une histoire très compliquée, hein, c'est vraiment l'enfance et puis l'adolescence et le passage à l'âge adulte, mais voilà, donc je me suis rendu compte, pas au début, qu'on était en train de faire ça, en fait, qu'on était en train d'utiliser un animal pour des fins purement voilà, narratives. Et puis aussi ce documentaire alors je vais pas me souvenir de son nom, mais de Myriam Tonelodo ou quelque chose comme ça, qui s'appelle La Voix du chat, qui est malheureusement pas disponible, je pense, en streaming nulle part, vous le trouverez pas. Mais elle fait un espèce d'historique du chat et de sa relation avec l'être humain. Et en voyant ce documentaire, il y a tout un passage sur le côté marketing du chat. En fait, c'est vraiment l'animal sauvage qui est devenu l'animal le plus marketing et le plus capitaliste finalement. Voilà. Et quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit ah mince, c'est vrai et tout. Et en faisant Seasons, je me suis rendu compte qu'on était aussi en train de faire ça, parce qu'on était en train d'utiliser l'image de l'animal. Alors pas à des fins marketing, mais finalement si, parce que les gens, quand ils ont vu les screenshots, ils se sont dit tiens, c'est l'histoire d'un renard qui est dans la forêt et qui change les saisons. Et pourquoi il n'a pas de nom, ce renard? Parce que
c'est juste un renard en fait. En C'est même pas temps, le personnage du jeu en fait. C'est pas le personnage du jeu réellement. on est dans un événement où on a voulu faire venir les gens avec un panda roux Mais avec c'est une ça, armure. c'est exactement Donc, ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. c'est un peu le même genre d'autre truc. Donc, si je comprends bien, l'envie derrière Seasons After Fall, c'était aussi peut-être très simplement le fait de vouloir animer, jouer comme ça un renard, un animal mignon, un animal Oui, sympa. la base c'était tiens, il n'y a pas de jeu vidéo avec un renard ou alors très très peu. Et bah pourquoi alors que c'est trop cool, un renard c'est roux, tout ça, au milieu de la forêt qui est verte, ça se distingue bien. Donc ouais, c'était du pur fantasme de retrouver une espèce de conte probablement qu'on nous avait raconté. Étienne Armand, dans la relation avec l'avatar un peu différent, en fait, il y a quelque chose. Alors c'est assez marrant parce que ça arrive comme un aveu, ce que vous dites, William. C'est on se servait de l'animal, on se sert de l'animal, mais il y a un côté utilitariste en fait de l'avatar différent en fait. Alors, pour répondre à ça, moi je propose qu'on se demande parmi vous qui a déjà aimé ou souhaité devenir un animal dans un jeu vidéo. Juste savoir si vous avez eu envie dans des mondes en ligne ou dans des... merci, quelques-uns. Donc on a constaté effectivement... peut-être autre chose d'abord pour aller sur un autre versant que l'instrumentalisation, donc dans ce désir de métamorphose au sein de Second Life, qui existe toujours, qui paraît très vieux, dont certains ne connaissent pas l'existence, mais donc un des métavers les plus anciens, qui offre notamment la possibilité de totalement personnaliser son avatar, et dans un contexte de bac à sable, donc, où on peut inventer son récit, il n'y a pas vraiment de jeu. C'est très intéressant de constater effectivement le goût qu'ont les personnes pour les furries, donc les personnes... les furries, ce sont des animaux à fourrure, tout simplement. Donc le renard en fait partie, le chat et le chien et ainsi de suite. Ça nous renvoie donc aux socialisations à travers un avatar animal qui sont fortement empreintes d'émotivité, d'émotion. Le côté mignon, le côté aussi... justement, le sauvage est apprivoisé, comme tu l'as souligné, et je mentionne tous les... symboles de l'agressivité que sont les loups, les dangereux, même à la limite, voilà, les alligators et autres créatures qu'on n'aimerait pas trop croiser. Lorsqu'on on les voit dans un contexte de socialisation et qu'on a choisi un avatar de ce genre-là, à la fois on exprime quelque chose de dangereux, mais en même temps on est là pour rencontrer autrui, et donc c'est prétexte à beaucoup d'interactions. L'autre point, c'est que quand même on a domestiqué beaucoup les animaux sauvages. Et si on y pense, quand vous êtes prenons, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chasseurs parmi nous, je ne le suis pas particulièrement, mais admettons qu'on va se balader avec son chien et qu'on lui lance, on lui donne un ordre et qu'il obéit. Qui nous ramène une babale ou qui va chercher à faire fuir des oiseaux. On a quelque chose du rapport aussi à l'avatar, au sens où voilà, on a cet intermédiaire, ce vecteur d'action qui nous obéit plus ou moins bien, parce qu'il faut voir que certains avatars sont un peu désobéissants si les programmeurs mettent des routines ou des comportements étranges. Et déjà en vision subjective et injuste avec un animal qu'on promène, on est déjà dans un rapport qui est quasiment celui, si on y pense, du rapport que l'on a avec un avatar à la troisième personne. Je vais essayer de parler plus lentement pour nos amis qui font la traduction. Merci à elle. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui est à la fois qu'on contrôle et qui nous échappe. Et que c'est souvent ce rapport mélangé qui fait une partie de la fascination entre ce que l'on va pouvoir vraiment affectionner pour les possibilités que ça offre, et en même temps, il y a un imaginaire ou des programmes ou autre chose qui nous empêchent de tout contrôler. Voilà, je renverrai peut-être un exemple tout à l'heure sur un documentaire, bon je vais le dire maintenant parce que tu parlais d'un documentaire, celui-ci est accessible sur une plateforme comme YouTube, il s'appelle Our Digital Selves, My Avatar is Me, et c'est un documentaire vraiment émouvant qui dure 1h15, où vous voyez des personnes atteintes de handicap qui utilisent Second Life pour pouvoir vivre des soirées au bord de la piscine, des situations qui sont loin de leur quotidien, puisqu'elles sont en fauteuil roulant ou atteintes de difficultés de langage et autres. Et certaines choisissent par exemple un gecko. Un gecko, c'est le petit animal qui a plein de couleurs et qui a des papates
très agrippante. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est bloqué dans son fauteuil et qui, du coup, affirme aussi une part de ses aspirations, de ses espoirs. Et je pense que beaucoup des gens qui rencontrent ce gecko dans Second Life ne vont pas spécialement y penser, mais progressivement, l'avatar qui est utilisé pour rencontrer quelqu'un d'autre, donc peut-être pas celui en solo des jeux, mais celui pour la relation sociale, il y a tout ce mystère de remonter à l'origine de la personne qui l'a créé, et donc de comprendre les raisons de ce symbole, et ici, la compensation que permet l'avatar. Je peux rebondir sur Vas-y, le bien contrôle parce qu'en fait, comme on voulait vraiment que ça soit qu'on parle du contrôle justement sur l'animal dans Seasons, on n'a pas été jusqu'au bout quand même de notre réflexion. Pendant un temps, on s'était dit le renard vraiment aura sa propre intelligence artificielle, on va dire, qui fera que de temps en temps, ou plutôt ce serait scripté, mais qui ferait que de temps en temps, en fait, on va perdre le contrôle sur lui. Le joueur va perdre le contrôle sur lui. Et alors, on l'a pas fait parce que justement, dans le jeu vidéo, la perte de contrôle, c'est difficile. Enfin, faut le vouloir, quoi. Voilà, en tant qu'auteur, de le mettre en place. Et nous, on n'a pas été jusque-là, mais ça nous a bien traversé l'esprit puisque le but, c'était de parler un peu quand même du sauvage aussi. Donc ouais, il était censé y avoir une perte de contrôle, quoi. Donc on l'a exprimé autrement dans le jeu, mais ouais, c'est passé de. Il y a eu d'autres virages comme ça dans le développement de Seasons After Fall à partir de cette proposition initiale voilà, de contrôler un renard parce que c'est mignon, parce que c'est intéressant. Il y a eu des difficultés aussi. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu Oui, bah alors pour le coup, le contrôle du personnage n'est pas incroyable non plus. Le vrai, celui qu'on donne vraiment au joueur, est pas incroyable. Bah, y a eu des choses hein, qu'on a abandonnées en cours de route. Il y a une chose, je pense, surtout vers laquelle on aurait pu aller, c'est d'aller vers plus de symbolisme, on va dire, encore plus, et que le renard, ça soit juste un ruban qui court à travers des traits verts, tu vois, dans la forêt. Mais c'est pas, au final, on est resté quand même sur quelque chose de très dessiné, de très de pas aussi détaillé évidemment que d'autres jeux, puisqu'on n'avait pas les moyens ni l'expérience, je pense, pour le faire. Mais oui, forcément, il y a des bifurcations, quoi. Mais pour moi, la plus grosse bifurcation, ça a été cette histoire de se rendre compte qu'en fait, on est en train de raconter une histoire humaine avec un animal. Et est-ce qu'à posteriori, vous comprenez la bascule? C'était trop... incarner un animal, c'était quelque chose de trop différent, c'était trop compliqué de proposer aux joueurs simplement d'incarner un animal, c'était compliqué dans la narration, c'était compliqué pour s'identifier, c'était cette bascule-là de finir par finalement en faire un genre vraiment un avatar, enfin c'est un méta-avatar en fait, c'était ce que contrôlait le joueur, c'était un animal contrôlé par autre chose. Oui, c'est sûr. Alors purement techniquement dans le jeu vidéo, c'est vrai que c'est embêtant les quadrupèdes parce que on a envie qu'un personnage, enfin en tout cas moi j'ai envie en tant que designer qu'un personnage soit plutôt carré, quoi, on va dire, ou rentre dans un carré. Et un quadrupède, ça rentre pas toujours dans un carré. Donc heureusement notre renard est bien comment dire, finalement compact. Ouais, il y a juste sa queue qui permet de voilà. Mais ça n'aide pas, on va dire, à créer des contrôleurs. Donc c'est vrai que j'ai plus envie de faire un jeu avec un quadrupède aujourd'hui. Mais c'est pour ça aussi, probablement, hein, qu'on voit autant d'animaux qui se tiennent debout finalement dans les jeux. Alors même s'il y a quand même tout un historique hein, de l'animal anthropomorphe, vraiment, voilà. Mais ouais, il y a eu ça par exemple, ça a été compliqué, quoi. Et puis, on essaye quand même de faire des choses, quoi, pour montrer qu'il peut faire des choses tout seul. Donc, quand on tient pas trop le contrôleur, l'animal va se gratter, tout ça. Alors, c'est des choses évidemment du jeu vidéo parce qu'on veut qu'il y ait toujours quelque chose à voir qui soit intéressant et tout. Mais c'est vrai qu'on essaye quand même de rendre l'animal vivant et d'y croire un petit peu, quoi. Voilà. Mais bon, pas jusqu'au point à ce qu'on perde le contrôle de l'animal et qu'il s'en aille de l'écran, par exemple. Donc, c'est un point intéressant qu'il faut aborder, c'est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire cette représentation de l'animal. Il y a
l'animal. Il y a I Am Fish, on joue des poissons. On joue vraiment un poisson façon Nemo. Enfin voilà. Et puis il y a l'animal anthropomorphisé. Moi, je pense récemment, il y a quelques mois à peine, c'était Biomutant. Avec un créateur d'avatar, ce qui plairait beaucoup aux amateurs de Furies. C'est vraiment, le créateur d'avatar est assez exceptionnel. Mais où voilà, on joue un animal pour le coup, mais un animal mutant et donc finalement qui se tient sur deux pattes avec deux bras, deux jambes et éventuellement une grosse épée parce que c'est toujours plus cool. Mais c'est quoi finalement la différence entre les deux propositions? Disons qu'il y a toute la lignée de l'hybridation, et notamment dans les épisodes de science-fiction un peu transhumanistes où on peut maîtriser la qualité du code génétique et donc l'expression de gènes plus ou moins mutants. On n'a pas besoin d'aller vers Alien automatiquement, on peut aller vers des félins et différentes formes de vie qui sont humanoïsées, on pourrait dire, enfin humanisées. Et inversement, les mascottes en général, là, qui sont plutôt du côté de l'animal pur, mais qui sont élevées au caractère de partenaire. La mascotte, c'est souvent un petit animal qui peut faire des commentaires, avoir son caractère, sa petite personnalité, mais en même temps relativement simplifié, relativement rassurante de ce point de vue, parce que c'est pas une complexité démente. Donc moi, je pense qu'il y a un petit peu ces deux bornes. Mais par ailleurs, dans la pure animalité explorée par des jeux, je pense à Shelter 2 qui met en scène un lynx et avec ses petits qui cherchent à finalement les préserver de leur environnement, ou peut-être d'une façon plus violente. Un jeu que j'ai découvert pour préparer cette conférence qui s'appelle Man Eater, le mangeur d'hommes, qui est un requin, un shark qui donc pour le coup permet aux joueurs d'être dans la pleine puissance, exagérément d'ailleurs, un petit peu délirante, parce que voilà, il va manger des gens sur les bateaux, il va même pouvoir être capable de retenir son souffle pour aller sur la plage et manger quelques nageurs ou touristes. Bref, cet animal ultra puissant, donc il y a la pure animalité qui peut être explorée. Et ça, c'est vrai que moi je trouve que c'est important de le mentionner là dans ce cadre ici, c'est que en anthropomorphisant les animaux, on oublie leur animalité un peu. Enfin voilà, on cache. Et peut-être qu'un des grands enjeux et une des grandes forces que les jeux vidéo nous apportent, et la réalité virtuelle aujourd'hui s'en prévaut, c'est l'empathie, la capacité à explorer d'autres formes de vie. Du coup, c'est vrai que si vous faites un jeu de plateforme, il y a beaucoup d'animaux dans les jeux de plateforme. Et j'ai beaucoup observé une personne qui jouait à Hollow Knight, qui avec un petit insecte très mignon, qui va dans plein d'univers où chaque autre insecte rencontré a des histoires, toute une personnalité. Là, on n'est pas trop dans l'empathie animale, on est plutôt dans la fable, à la façon de La Fontaine. Mais je crois que c'est très important de prendre conscience dans la crise écosystémique qui est en cours, notamment la perte de biodiversité et autres, de ce que sont les formes de vie. Et pour les découvrir, je crois que le vecteur de la simulation interactive et de posséder un avatar est un moyen très important pour comprendre la perspective vitale d'autres formes de vie qui peuvent avoir besoin de choses qu'on n'aime pas. C'est vrai, on a tendance à tuer nos araignées chez nous, mais peut-être que elles nous rendent service. Il y a tout un tas de services écosystémiques que nous offrent les insectes, les animaux et ainsi de suite. Les renards, vous savez qu'à Londres, il y a plein de renards et puis moins de rats. À Paris, il n'y a pas de renards, il y a beaucoup de rats. Donc tous ces équilibres-là, moi je pense qu'il est vraiment important que le jeu vidéo se dégage peut-être de ce caractère infantile. Enfin, je ne vais pas le critiquer, mais les mascottes, les petits jeux sympas, les petits écureuils, Donkey Kong et tout, c'est très sympa. Mais il y a un caractère coupé finalement du continuum vivant et bien sûr c'est du divertissement, on n'a pas besoin de nous rappeler des choses sérieuses tout le temps, mais je pense que la perspective chamanique ancienne, elle est très intéressante parce que je vous assurer, si vous faites une cérémonie où vous vous transformez en oiseau ou en je sais pas, en renard ou en tortue, il y avait un vecteur culturel pour se rendre compte de ce que vivaient les autres animaux. Et peut-être qu'aujourd'hui on n'a plus ces moyens-là un peu religieux, on a peut-être les jeux vidéo à notre disposition. Enfin, en tout cas, c'est une réflexion que je voulais vous apporter aujourd'hui.
Est-ce que sur Seasons After Fall, est-ce que vous avez reçu des retours de joueurs justement sur le type d'expérience finalement qu'ils ont vécu, s'ils ont apprécié le jeu ou justement, moi je me souviens encore il y avait comme ça des critiques de Seasons sur le fait de ah oui mais on n'incarne pas le renard, enfin c'est bizarre, est-ce qu'il y a eu est-ce que vous avez des retours ou est-ce que vous avez des souvenirs comme ça après la sortie, comment cette proposition-là a été reçue? Exactement sur le renard, non, je pense pas. Non, je pense que ça a été vu comme un jeu vidéo. Enfin, j'ai pas vu de review, de critique ou quoi qui revenait sur l'aspect du message du jeu même. Quoi, j'ai jamais vu ça. J'ai juste vu, bon, c'est un jeu de plateforme exploration où d'ailleurs on n'avait pas mis de carte parce qu'on voulait vraiment que les gens se perdent dedans. C'est vrai, je m'en souviens. Et ça nous a été reproché, mais ce qui est compréhensible. Même nous, des fois, on se pose des questions quand on crée un jeu à quel point alors on a le droit en vrai de faire ce qu'on veut, hein, mais à quel point on devrait le faire parce que ça va être mal pris justement. Et là, l'absence de cartes, qui pour le coup était vraiment un choix, oui, c'était un pensé, choix ouais. vraiment, voilà, nous a été reproché là pour le coup. Mais je vais revenir peut-être quand même sur ce que tu disais parce que finalement il y a des jeux où on incarne des animaux. Donc tu as cité Shelter, je pense que c'est un des quelques exemples vraiment. Mais par contre incarné façon chamanique et tout ça, on le voit de plus en plus finalement. Enfin il y a Wild qui a été annoncé il y a très longtemps où il y a tout cet aspect oui très pas primitif, mais je veux dire très chamanique, en tout cas où on va rentrer dans un animal pour l'utiliser en tant qu'animal. Alors je sais pas jusqu'où ils vont aller, je sais pas exactement, mais il y a aussi ce jeu plus petit. Vous allez m'aider peut-être dans la salle, qui est fait par des Français c'est pas en Nouvelle-Calédonie ou qui ont des origines de Nouvelle-Calédonie. Ah oui, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, Chia, voilà, c'est ça. Où on va aussi utiliser, on va se projeter dans des animaux pour s'en servir. Alors je sais pas comment, encore une fois. J'imagine qu'on va pas vivre toute la vie d'un crabe, de sa naissance à sa mort. Mais oui, moi je trouve qu'on le voit de plus en plus, cet aspect projection dans l'animal, comprendre peut-être aussi ce qu'il vit lui. Bon, à mon avis, ça n'ira pas très loin parce que parce que probablement les jeux ne sont pas là pour ça, ces jeux-là ne sont pas là pour ça, mais oui, en tout cas, je voulais citer ces deux jeux-là par rapport à la réflexion. Oui, il y a Lost Amber aussi, je recherchais la référence. Lost Amber, où vous avez un animal principal qui est un loup et qui va se transformer dans des formes de vie successives qui m'a l'air assez fort dans ce registre. Mais précisément, tu disais la critique selon laquelle on ne s'incarnerait pas correctement. C'est toujours l'ambiguïté quand on a, alors selon le type d'avatar, mais quand on est en vision à la troisième personne. Parce qu'on est aussi opérateur, pilote, donc on est distancié par rapport au personnage, au protagoniste. Et donc une des grandes, disons, un phénomène amusant, c'est celui dans lequel si notre personnage réussit, c'est plutôt nous. Et donc on va plus facilement fusionner avec son identité. S'il échoue, on va dire plutôt que voilà, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, et donc se distancier. Et donc dans le rapport d'identification et de projection, hein, c'est pas exactement la même chose. Se projeter, c'est rester soi-même et rentrer dans quelque chose, hein, comme je projette une boulette quelque part, ça part de moi. Et s'identifier, c'est s'oublier soi-même et prendre l'identité qu'on nous offre. Il y a donc ces deux phénomènes que les psys étudient bien, mais avec les avatars qui nous permettent de pouvoir, en particulier avec les jeux vidéo, avoir une multi-identité. C'est-à-dire on peut être aussi bien l'opérateur-contrôleur, le joueur qui décide d'être dans la logique de game, et il y a des styles de jeu de joueurs particuliers, c'est un peu différent du contrôleur. On peut être purement la créature, hein, bien sûr, selon son identité, son historique, et on a la possibilité de remonter dans les niveaux comme ça. En fonction des situations ou de son envie. Et je crois que pour ça, les animaux sont intéressants parce que effectivement, on peut croire les domestiquer, on peut les croire extérieurs, ou au contraire, on peut complètement fondre d'attachement ou de proximité avec eux et du coup, davantage habiter leurs conditions. Mais si on oublie ces niveaux
d'engagement possibles qui font que par moment on est dedans, par moment on ressort, et puis c'est toute la dynamique du jeu. Et ben on va dire un peu des bêtises, parce qu'on va dire voilà, on se prend pour un animal ou jamais, alors que ça va vraiment être très contextuel et en fonction de nos besoins aussi. On a des lunes de miel, on a tous eu des lunes de miel, je pense, avec certains jeux, où à un certain temps, voilà, on était complètement dans un émerveillement qui va effacer tous les niveaux enchaînés que travaillent les game designers. Est-ce que la représentation comme ça des animaux dans le jeu vidéo, mais je pose vous pose la question aux deux, ces animaux qu'on incarne, est-ce que vous avez perçu un changement avec la société en fait? Parce que finalement le rapport aux animaux dans la société évolue, hein, on en a parlé, le respect de la vie animale, de l'écosystème, la biodiversité, cette sensibilité qui est peut-être plus aiguisée aujourd'hui qu'avant, ou pourquoi? Est-ce que c'est des choses qui se sont ressenties dans la proposition des avatars? Est-ce que Moi, quand j'ai fait le scan pour préparer un peu et me mettre à jour sur des aspects qui sont que seuls les purs gamers connaissent par cœur, j'ai eu l'impression effectivement que la figure de l'animal désamorçait une partie de notre humanité, on va dire prétentieuse, c'est-à-dire très calculatrice ou rationnelle, et que les animaux, enfin les jeux d'animaux ou les jeux avec des animaux permettaient ou étaient utilisés comme vecteurs d'émotion. Même quand on pense à Shadow of Colossus et toute la lignée du rapport avec des monstres animalisés, mais dont l'animalité ressort comme étant finalement à l'encontre de tout ce que l'on nous a dit comme étant inéligible. C'est-à-dire, finalement, s'ils deviennent attachants, ils deviennent émouvants, c'est une figure de monstre réhabilitable. Donc moi, j'ai le sentiment que la figure de l'animal est en train d'être employée pour restaurer un rapport plus équitable et plus partenarial, hein, parce que déjà les avatars sont des partenaires en tant que tels de la symbiose homme-machine. Moi j'y crois, enfin c'est pas que j'y crois, c'est qu'on l'étudie comme tel, hein, puisque grâce aux avatars on est rentré dans les machines et puis ils sont rentrés en nous aussi. Les machines sont rentrées en nous grâce à l'intériorisation des fonctions propre à chaque type d'avatar. Et donc, moi, si j'étudie l'avatar personnellement depuis 20 ans, c'est précisément parce que c'est des vecteurs de la symbiose homme-machine. Et j'ai le sentiment que les valeurs associées culturelles que l'on voit apparaître sont énormément sur l'émotion, l'interdépendance et les rapports un petit peu plus équitables, ou en tout cas nuancés, plus que sur l'animal dangereux. Bon, évidemment, il y en a plein, des animaux qui vous attaquent dans tous les coins, dans tous les shoot 'em up. Les animaux sont plutôt du côté des ennemis, mais les titres, j'ai l'impression qu'ils utilisent cette voie-là. Et du retournement scénaristique, même dans Hollow Knight, sur voilà, une découverte d'une condition existentielle différente de celle auquel on a été habitué par une culture simplificatrice des animaux. William? Ouais, bah, alors je vais pas refaire l'histoire du jeu vidéo et puis je la connais pas en entier non plus. Mais non, mais c'est sûr que quand j'étais plus jeune, les animaux c'était les mascottes, quoi. C'était tous ces jeux de plateforme, hein, tu en parlais tout à l'heure, avec des animaux et des fois c'était too much, quoi. Donc, et d'ailleurs, je sais pas qui en a eu marre. Je sais pas si c'est le public ou si c'est le marché ou si c'est les créateurs. Épuisement du filon. Ouais, c'est ça, mais au bout d'un moment, ça s'est arrêté, quoi. Et au final, ça a été que des humains et des flingues, et voilà. Alors maintenant, comme on a un espèce de nouvel âge, mais qui est déjà bien implanté depuis 10 ans ou plus, quoi, on revoit ces animaux refaire surface. On a des versions, enfin voilà, on a des simulateurs de drague avec des pigeons. C'est vrai, bah, j'avais oublié. Oui, bien sûr. Comment l'oublier? Et on a voilà des versions de Phoenix Wright avec des oiseaux aussi. Et puis on a tous ces jeux de plateforme même qui reviennent, hein, finalement, parce que probablement à cause des créateurs qui étaient enfants et qui veulent refaire ce qu'ils ont vu. Mais ouais, maintenant comme la diversité, voilà, il y a plein de diversité dans le jeu vidéo. Il y a cette façon, voilà, d'utiliser les animaux en tant qu'avatar qui revient. Et il y a aussi, j'ai l'impression, ou alors c'est peut-être parce que j'ai très envie d'y jouer et que j'ai pas eu le temps, mais il y a tous les jeux de simulation. Il y avait Eric tout à l'heure, mais au début de From Dust, l'animal était vraiment
Je ne vais pas parler à sa place, hein, évidemment, mais bon, j'ai travaillé un tout petit peu dessus au début. Et l'animal était vraiment quelque chose il y avait un écosystème et il fallait le gérer, Oui. appuyer à un endroit pour qu'il se passe autre chose. On avait des simulations de tigres et je ne sais plus quel était l'herbivore en question, des lapins probablement. Et il fallait faire en sorte de bouger ça. Donc, moi, j'aimerais beaucoup jouer à Planet Zoo, c'est ça? Ou je ne sais plus comment il s'appelle. Le jeu de simu de zoo, mais c'est vrai que l'animal aussi il peut être vu sous cet aspect. Ouais, on essaye de contrôler son habitat et ouais. Mais enfin voilà, il y a tellement de diversité maintenant dans le jeu vidéo. D'autant que le nombre de compagnons animaux qui sont relatifs au MMORPG, enfin aux jeux massivement multijoueurs, et bon, alors on a les robots évidemment du côté des univers un peu plus futuristes et technologiques, mais je pense que les compagnons, montures, les familiers, voilà, sont vraiment très nombreux dans la logique du jeu de rôle et permettent aussi une sorte de complémentarité dans le champ d'action, hein, qui font que, bon, bah, c'est classique, hein, l'animal domestique, mais je crois qu'il y a vraiment une grande familiarité des animaux side character qui vont quand même être très importants, auxquels on s'attache, et s'il leur arrive des malheurs, nous aussi on est très affectés. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions. Je pensais qu'il est sorti en même temps que I Am Fish, il y a Skatebird aussi, où on joue, on fait du skate avec des oiseaux. Il est injouable. J'ai essayé, il est injouable. Oui, une question là-bas, oui. une main se lève. Peut-être un micro pour qu'on puisse avoir ça en retransmission. Oui, j'ai une question et demie. Qu'est-ce que vous pensez de l'association des avatars et des animaux contrôlables dans les jeux en réalité virtuelle? Je pense d'un côté Amos, par exemple, qui a eu un succès fulminant, et d'un autre côté à VRChat avec les avatars qui sont très manipulables par les utilisateurs. Donc les avatars animaux à l'intérieur des mondes virtuels, ça crée une rupture plus forte avec le casque, avec... Moi, mon sentiment, mais c'est un peu dans la lignée de ce que j'ai observé à l'époque où on étudiait Second Life, sur VRChat et Co, c'est qu'on a une définition de soi qui échappe aux logiques humaines, notamment voilà, le genre, le niveau de beauté, ainsi de suite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si les animaux sont très utilisés, c'est parce qu'ils permettent une invention, une inventivité très forte de par les personnalisations, Violette, peut être une licorne, on peut être plein de choses. Il y a donc tout le référentiel et le caractère de réinvention d'une identité très éloignée de la sienne propre, très éloignée des références humaines. Et du coup, pour le caractère de divertissement, de fantaisie, voilà, le côté un peu déconnecté de la réalité, je crois que c'est très propice pour se réinventer tout simplement, et que c'est dans la lignée de toutes ces identités fictionnelles où l'animal est vraiment... parce que qu'est-ce qu'on a d'autre sinon, hein, on va être une nano-nuée futuriste, on va être un robot, le show, on peut être voilà, on peut être une créature mythologique éventuellement, demi-dieu. Mais chez les demi-dieux, vous les dieux, vous avez beaucoup d'animaux. Hein, non, mais c'est vrai, quand même, les panthéons. Si vous êtes... Donc voilà, je crois que les animaux sont quand même très pratiques pour s'interfacer avec les autres en réinventant des horizons d'attente différents. Voilà, c'est pas un garçon, c'est pas une fille. Ah bah. Deux autres questions. Wow. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai une question un peu compliquée à formuler, je vais essayer d'être clair. Moi, j'adore les jeux bucoliques, fantaisistes, dans lesquels on incarne, on côtoie des animaux. Et un jour, j'avais réfléchi à ça, je me suis dit, mais en fait, je passe tellement de temps dans ces mondes que j'ai l'impression d'avoir véritablement caressé un animal, effectué une balade, respecté mon environnement. Or, les écosystèmes de la planète sont en train de mourir. On parle d'extinction du vivant. Il y a encore un décret qui permet aux chasseurs de buter encore plus d'oiseaux récemment, etc. Tous les sujets qu'on connaît. Et dans ce contexte, est-ce que on ne peut pas avoir peur que
en incarnant des animaux, en jouant avec eux, on ait justement cette sensation de respecter l'écologie, de respecter l'environnement, alors qu'en fait, ils se meurent à côté, justement. Se donner bonne conscience ou se dire « Ah, mais c'est comme si j'avais fait une balade dans la nature, alors que la nature se meurt. » D'un point de vue purement créateur, enfin, je sais pas, mais les hommes préhistoriques, ils ont commencé quand même beaucoup avec les animaux aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on aime bien les animaux. je pense qu'on doit avoir des liens avec eux. Mais en tant que créateur, je pense que on se dit pas que ça remplace. Enfin, le fait de créer des univers bucoliques justement ne remplacera jamais le vrai animal et tout ça. Donc je sais pas si c'est d'un point de vue du joueur, peut-être on peut se poser la question. Mais... Moi, je me suis posé la même question que vous. Et en fait, j'ai même imaginé que, un peu une vision de l'esprit, hein, qu'à mesure qu'on détruisait des espèces, elles apparaissaient dans des mondes massivement multijoueurs où des créatures plus ou moins étranges sont inventées tout le temps par les designers. Moi, ce qui me paraît plus effectivement important, c'est de relier, c'est de corréler, c'est de mettre en lien. Effectivement, si on a une émotion sous-marine dans un jeu magnifique, on va découvrir, je sais pas, des méduses multicolores. Dans un jeu vidéo, c'est vrai que l'important serait peut-être aussi, non pas de les opposer, non pas de s'angoisser, mais de faire le lien et de favoriser des connexions. Hein. C'est un peu tout un courant militant qui considère que la simulation aide à mieux aimer ce qui n'est pas simulé, ce qui est la vie propre, la vie même. Mais je comprends votre réflexion. Merci de la partager. Il y avait une dernière question là, je crois. Alors bonjour. Je me demandais si vous aviez entendu parler du jeu Stray, qui va sortir bientôt, qui porte du coup sur ce dont vous parliez, avec des animaux qui sont purement animaux, opposés à simplement aux pratiques humaines, quoi. Dans ce jeu-là, vous jouez un chat qui évolue dans un monde où il n'y a aucun humain, uniquement des robots. Et donc je me demande qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à ce chat qui va casser ses occupations de chat, en fait, dans un monde où l'humain n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous qui sommes un humain derrière la manette? Alors le post-apocalyptique, c'était l'année dernière déjà. Mais ça fait bien, c'est bien. Tu fais la... Mais par ailleurs, ça fait bien le lien. Ouais, ça me c'est fait penser l'humain, les animaux après l'humain. À l'épisode de Droid là, sur Netflix, où on a une petite série comme ça, où il y a des animaux qui sont tout seuls avec... Donc moi, je ne connaissais pas Stray. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est quand on va découvrir notre humanité, qui est une pure... nous sommes des humanimaux. Hein, des humanimaux, je ne sais pas comment on dit. Faut l'inventer. Donc ce genre de jeu, je pense que c'est assez intéressant de les mettre en perspective, puisque à force de s'être émancipé de notre réalité, voilà, elle va nous revenir en forme de boomerang. Donc est-ce que ce sera sous la forme de chats devenus fous par un nouveau virus, ou de robots qui réclameront des droits pour les animaux qu'ils jugeront peut-être plus proches de ce que la vie devrait être que nous-mêmes, leurs créateurs. Bref, on a des scénarios à gogo pour explorer ça. Merci de signaler ce titre. William. Après, on ne sait pas si dans Stray, on va vraiment jouer un chat qui va à ses occupations de chat. Vu l'appareillage qu'il a sur le dos, j'en suis pas si sûr. Mais en tout cas, c'est un excellent jeu. Enfin, je pense qu'il va être très attendu. Ouais. Il l'est. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci aux traducteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci Erwan, merci Jean d'avoir mené ces rencontres. Merci aux traducteurs. C'est la fin là de ce forum du jeu vidéo. C'est pas la fin de Press Start. Si vous voulez encore participer au festival, c'est pas trop tard. On va continuer là toute la soirée. Il y a une grande partie des jeux qui ont été cités ce soir sont tous en démonstration jouable et sont à jouer dans le salon jeux vidéo de la BPI. Donc c'est une parfaite transition. Maintenant qu'on a fait la théorie, on peut disperser sa soirée à des occupations utiles. Et sinon, demain, encore un peu des ateliers. Alors, si vous voulez participer maintenant, il faut y aller maintenant parce que le festival se termine lundi. Mais demain, on aura encore des ateliers d'initiation au dessin numérique et de Unity à partir de lundi.
Merci beaucoup à tous. Merci aux équipes de la régie qui nous ont accompagnés sur ces soirées. Et merci à toutes les équipes qui les organisent. On ne les voit pas forcément. On est même moi très absent. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour rendre ces choses possibles. Merci à eux et merci à vous d'être venus. Bonne soirée.